Bonjour, poursuivons la lecture d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc. Et poursuivons la lecture du chapitre 5, Le collier de la reine. Bonne écoute. Il y a 5 jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez monsieur de Dreux-Soubise, se trouvaient ses 2 nièces et sa cousine. Et, comme homme, le président d'Essaville, le député Beauchasse, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile, et le général marquis de Rouzières, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rouzières, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. de Dreux avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière, et bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles. Et vous, monsieur, demanda la comtesse au chevalier Floriani, quelle est votre opinion? Oh, moi, je n'ai pas d'opinion, madame. On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions. J'avoue, dit-il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que de plus habiles avaient renoncé. Mais de là à me considérer comme un Sherlock Holmes, et puis c'est à peine si je sais de quoi il s'agit. On se tourna vers le maître de la maison. À contre-cœur, il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques interrogations et murmura « C'est drôle. À première vue, il ne me semble pas que la chose soit si difficile à deviner. » Le comte haussa les épaules. Mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier, et il reprit d'un ton un peu dogmatique. En général, pour remonter à l'auteur d'un crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ce crime ou ce vol ont été commis. Dans le cas actuel, rien de plus simple, selon moi, car nous nous trouvons en face, non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude unique, rigoureuse, et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvre pas de l'extérieur une porte verrouillée, donc il est entré par la fenêtre. Elle était fermée et on l'a retrouvée fermée, déclara M. de Dreux. Pour cela, continua Floriani sans relever l'interruption, il n'a eu besoin que d'établir un pont, planche ou échelle entre le balcon de la cuisine et le rebord de la fenêtre. Et dès que l'écrin... Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, s'écria le comte avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité, en homme qu'une objection aussi insignifiante ne trouble point. Je veux croire qu'elle l'était, mais n'y a-t-il pas un vasistas? Comment le savez-vous? D'abord parce que c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque. Et ensuite, il faut bien qu'il en soit ainsi, puisque autrement le vol est inexplicable. En effet, il y en a un, mais il est clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention. C'est un tort. Car si on y avait fait attention, on aurait vu, évidemment, qu'il avait été ouvert. Et comment? Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure, oui. Et cet anneau pendait entre la croisée et le bahut, oui, mais je ne comprends pas. Voici. Par une fente pratiquée dans le carreau, on a pu, à l'aide d'un instrument quelconque, mettons une baguette de fer pourvue d'un crochet, agripper l'anneau, peser et ouvrir. Le comte ricana. Parfait, parfait, parfait. Vous arrangez tout cela avec une aisance. Seulement vous oubliez une chose, cher monsieur. C'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau. Il y a eu une fente. Allons donc, on l'aurait vu. Pour voir, il faut regarder. Et l'on n'a pas regardé. La fente existe. Il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas, le long du carreau contre le mastic dans le sens vertical, bien entendu. Le comte se leva. Il paraissait très surexcité. Il arpenta 2 ou 3 fois le salon d'un pas nerveux et s'approcha de Floriani. Rien n'a changé là-haut depuis ce jour. Personne n'a mis les pieds dans ce cabinet. En ce cas, monsieur, il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité.
Elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constatés. Vous n'avez rien vu, vous ne savez rien, et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons. » Floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte, et il dit en souriant: « Mon Dieu, monsieur, je tâche de voir clair, voilà tout. Si je me trompe, prouvez-moi mon erreur. Sans plus tarder, j'avoue qu'à la longue, votre assurance... » Monsieur de Dreux mâchonna encore quelques paroles, puis soudain se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On attendait anxieusement, comme si vraiment une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin le comte apparut dans l'embrasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante: « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues. Je n'aurais jamais pensé... » Sa femme l'interrogea avidement. « Parle, parle, je t'en supplie, qu'y a-t-il » Il balbutia. « La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux: « Et maintenant, monsieur, poursuivez. Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici, mais maintenant ce n'est pas fini. Répondez, que s'est-il passé selon vous ?» Floriani se dégagea doucement et après un instant prononça: « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que madame de Dreux allait au bal avec le collier, a jeté sa passerelle pendant votre absence. Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vu cacher le bijou. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. Soit, mais la distance est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre. S'il n'a pu l'ouvrir, c'est qu'il est entré par le vasistas lui-même. Impossible! Il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par là. Alors, ce n'est pas un homme. Comment? Certes, si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. Un enfant? Ne m'avez-vous pas dit que votre amie Henriette avait un fils? En effet, un fils qui s'appelait Raoul. Il est infiniment probable que c'est ce Raoul qui a commis le vol. Quelle preuve en avez-vous? Quelle preuve? Il n'en manque pas de preuves. Ainsi, par exemple, il se tut et réfléchit quelques secondes, puis il reprit. Ainsi, par exemple, cette passerelle. Il n'est pas à croire que l'enfant l'ait apportée du dehors et remportée sans que l'on s'en soit aperçu. Il a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans le réduit où Henriette faisait sa cuisine, il y avait, n'est-ce pas, des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles. 2 tablettes, autant que je me souvienne. Il faudra s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseau de bois qui les supporte. Dans le cas contraire, nous serions autorisés à penser que l'enfant les a déclouées, puis attachées l'une à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau, trouverait-on le crochet à fourneau dont il a dû se servir pour ouvrir le vasistas. Sans mot dire, le comte sortit. Et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsque, à son tour, le comte déclara: « C'est bien l'enfant, c'est bien lui, tout l'atteste. Vous avez vu les planches? Le crochet? J'ai vu. Les planches ont été déclouées. Le crochet est encore là. » Madame de Dreux-Soubise s'écria: « C'est lui? Vous voulez dire plutôt que c'est sa mère? Henriette est la seule coupable. Elle aura obligé son fils. » « Non, » affirma le chevalier, « la mère n'y est pour rien. Allons donc. Ils habitaient la même chambre, l'enfant n'aurait pu agir à l'insu d'Henriette. Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine, la nuit, tandis que la mère dormait. « Et le collier, fit le comte, on l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant. »« Pardon. Il sortait, lui. Le matin même, vous l'avez surpris devant sa table de travail. Il venait de l'école. Et peut-être la justice, au lieu d'épuiser ses ressources contre la mère innocente, aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas, dans le pupitre de l'enfant, parmi ses livres de classe. Soit, mais ces 2000 francs qu'Henriette recevait chaque année,
N'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité? Complice, vous eût-elle remercié de cet argent? Et puis ne la surveillait-on pas? Tandis que l'enfant est libre, lui. Il a toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine, pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à vil prix 1 diamant, 2 diamants, selon le cas, sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante. Un malaise indéfinissable oppressait les Dreux Soubise et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès le début, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie. Et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique, et amicale, ainsi qu'il eût convenu. Le comte affecta de rire. Tout cela est d'un ingénieux qui me ravit, mes compliments. Quelle imagination brillante! Mais non, s'écria Floriani avec plus de gravité, je n'imagine pas. J'évoque des circonstances qui furent inévitablement telles que je les montre. Qu'en savez-vous? Ce que vous-même m'en avez dit. Je me représente la vie de la mère et de l'enfant, là-bas, au fond de la province, la mère qui tombe malade, les ruses et les inventions du petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Le mal l'emporte, elle meurt. Des années passent, l'enfant grandit, devient un homme, et alors, et pour cette fois, je veux bien admettre que mon imagination donne libre cours, supposons que cet homme éprouve le besoin de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance, qu'il les revoie, qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné, accusé sa mère. Pensez-vous à l'intérêt poignant d'une telle entrevue dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame? Ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet. Et sur le visage de monsieur et madame de Dreux se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura. « Qui êtes-vous donc, monsieur ?»« Moi ? Mais le chevalier Floriani que vous avez rencontré à Palerme et que vous avez été assez bon de convier chez vous déjà plusieurs fois. Alors que signifie cette histoire ? Oh, mais rien du tout. C'est simple jeu de ma part. J'essaie de me figurer la joie que le fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fut le seul coupable, et qu'il le fut parce que sa mère était malheureuse, sur le point de perdre la place de domestique dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse. Il s'exprimait avec une émotion contenue à demi levée et penchée vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs, n'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnu comme tel? Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage? Sonner? Provoquer un scandale? Démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis? Mais il y avait si longtemps. Et qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable? Non, il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens. Et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement. « Très amusant, très curieux, votre roman. Je vous jure qu'il me passionne. Mais suivant-vous, qu'est-il devenu, ce bon jeune homme, ce modèle des fils? J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. Oh, certes non. N'est-ce pas? Après un tel début, prendre le collier de la reine à 6 ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette. Et le prendre, observa Floriani, se prêtant au jeu du comte, le prendre sans qu'il lui en coûte le moindre désagrément, sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux, ou s'aviser que le rebord de la fenêtre est trop propre, ce rebord qu'il avait essuyé pour effacer les traces de son passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile? Il n'y a donc qu'à vouloir et tendre la main? Ma foi, il voulut. Et il tendit la main. Les 2 mains, reprit le chevalier en riant. Il y eut un frisson. Quel mystère cachait la vie de ce soi-disant Floriani? Combien extraordinaire devait être l'existence de cet aventurier, voleur génial à 6 ans, et qui aujourd'hui, par un raffinement de dilettante en quête d'émotion, ou tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant avec toute la correction d'un galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul, il sourit. « Oh, madame, vous avez peur?
Aurais-je donc poussé trop loin ma petite comédie de sorcier de salon ?» Elle se domina et répondit avec la même désinvolture un peu railleuse. « Nullement, monsieur. La légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressée, et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante. Mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme, de cette Henriette, obéissait surtout à sa vocation ?» Il tressaillit, sentant la pointe, et répliqua « J'en suis persuadé. Et il fallait même que cette vocation fût sérieuse pour que l'enfant ne se rebutât point. » « Et comment cela ?»« Mais oui, vous le savez, la plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vraies que les quelques diamants rachetés aux bijoutiers anglais, les autres ayant été vendus un à un, selon les dures nécessités de la vie. »« C'était toujours le collier de la reine, monsieur, dit la comtesse avec hauteur, et voilà, me semble-t-il, que ce fils d'Henriette ne pouvait comprendre. »« Il a dû comprendre, madame, que faux ou vrai, le collier était avant tout un objet de parade, une enseigne. » Monsieur de Dreux fit un geste, sa femme aussitôt le prévint. « Monsieur, dit-elle, si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur, » Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta « Si cet homme a la moindre pudeur ?» Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante, d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment: « Monsieur, la légende veut que Rétaux de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains, et qu'il en eût fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'ait point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, que l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également ? Je ne doute pas que la monture existe, l'enfant l'a respectée. Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles, et qu'il a pu en arracher les pierres sans que le collier de la reine cessât d'appartenir à la maison de Dreux-Soubise. Il nous appartient, comme notre nom, comme notre honneur. » Le chevalier répondit simplement: « Je le lui dirai, madame. » Il s'inclina devant elle, salua le comte, salua les uns après les autres tous les assistants et sortit. 4 jours après, madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge, aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais comme toutes choses doivent dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, l'Écho de France publiait ces lignes sensationnelles. Le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux-Soubise, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir à cette attention délicate et chevaleresque.